Paris, 19 octobre 2025, 9h30 du matin. Un dimanche ensoleillé, des milliers de touristes font déjà la queue devant le musée le plus visité au monde. Mais personne ne remarque le camion qui se gare tranquillement, quai François Mitterrand, le long de la Seine. Deux hommes en descendent. Ils portent des gilets de signalisation, un jaune, un orange. Ils installent des cônes de chantier. Tout semble normal. Une intervention de maintenance. Personne ne se doute de rien. À l'arrière du camion, une nacelle télescopique commence à s'élever, lentement, vers une fenêtre du premier étage, la galerie d'Apollon, l'un des joyaux architecturaux du Louvre, là où sont exposés les bijoux de la couronne de France. Des pièces d'une valeur inestimable, des centaines d'années d'histoire. Les deux hommes montent dans la nacelle. Ils ont des disqueuses sans fil. Le bruit va bientôt déchirer le calme du dimanche matin. Ce qui va se passer dans les 7 prochaines minutes va secouer la France entière. 9h34. La disqueuse attaque la fenêtre. Le verre se brise. L'alarme se déclenche immédiatement. Mais il est déjà trop tard. Les deux hommes pénètrent dans la galerie d'Apollon. Ils savent exactement où aller. Pas d'hésitation, pas de temps perdu. Ils se dirigent directement vers 2 vitrines spécifiques. Celles qui contiennent les bijoux des impératrices. Marie-Louise, Eugénie, Marie-Amélie. Des noms qui ont marqué l'histoire de France. 5 agents de sécurité sont présents dans les salles adjacentes. Ils appliquent le protocole. Protection des visiteurs en priorité. Appel immédiat aux forces de l'ordre. Mais les voleurs ne leur laissent aucune chance d'intervenir. Ils brandissent leurs disqueuses. Une menace claire. Restez à distance. La première vitrine se brise, puis la seconde. Le hurlement des disqueuses couvre les alarmes. Des éclats de verre volent dans toute la galerie. Les voleurs plongent leurs mains gantées dans les vitrines. Ils saisissent les bijoux, un par un. 9 pièces au total. Un diadème de près de 2000 diamants. Un collier de 32 émeraudes. Des boucles d'oreilles en saphir. Des siècles d'histoire ramassés en quelques secondes. 9h37. L'alarme Ramsès se déclenche. C'est la liaison directe entre le Louvre et le ministère de l'Intérieur. Le système fonctionne parfaitement. Mais les voleurs le savent. Ils ont anticipé. Leur timing est millimétré. 3 minutes dans le musée, pas une de plus. Ils redescendent par la nacelle, les bijoux dans des sacs. Mais dans leur précipitation, quelque chose tombe. La couronne de l'impératrice Eugénie. 1354 diamants et 56 émeraudes. Elle heurte le sol, endommagée. Ils n'ont pas le temps de la ramasser. Chaque seconde compte. Un agent du Louvre tente d'intervenir. Les voleurs essaient d'incendier le camion nacelle pour effacer les traces. Mais l'agent empêche l'incendie. Le camion reste intact. Avec les clés à l'intérieur, les outils, des gants, un talkie-walkie, une couverture. Tous ces indices seront précieux pour l'enquête. 2 scooters T-Max attendent à proximité, moteur déjà allumé. 2 autres complices. Les 4 hommes s'enfuient, 2 par scooter. Direction, les quais de Seine, puis le périphérique, l'autoroute A6. Les caméras de surveillance les suivent jusqu'à un certain point. Puis plus rien. Ils disparaissent. Durée totale de l'opération, 7 minutes. 8 bijoux emportés, valeur estimée, 88 millions d'euros. Mais le préjudice réel est bien plus lourd. C'est un morceau de l'histoire de France qui vient de disparaître. Dans les heures qui suivent, c'est le choc. Emmanuel Macron tweet « Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons, car il est notre histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. » Rachida Dati, ministre de la Culture, compare l'émotion à celle ressentie lors de l'incendie de Notre-Dame. Le Louvre est évacué, fermé. Les enquêteurs arrivent en masse, 60 puis 100. La brigade de répression du banditisme, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Interpol ajoute les bijoux à sa base de données des œuvres d'art volées. Mais très vite, les questions commencent à fuser. Comment est-ce possible? Comment 4 hommes ont-ils pu pénétrer dans le musée le plus visité au monde en plein jour? Comment ont-ils pu fracasser des vitrines de haute sécurité? Comment ont-ils pu s'enfuir sans être interceptés? Les réponses sont embarrassantes, terriblement embarrassantes. Revenons en arrière. Février 2025, 7 mois avant le cambriolage. Kim Pham, administrateur général du Louvre, comparaît devant le Sénat. Il lance une alerte. Une alerte claire, précise, inquiétante. Un diagnostic réalisé ces derniers mois révèle à quel point le palais est en difficulté quant à ses bâtiments et ses équipements.
l'obsolescence des équipements installés au début des années 1990, il ne se passe pas une quinzaine de jours sans que nous ayons des incidents en termes de fuite d'eau, de difficultés quant à la maintenance. Tout cela est lié à cet état défectueux, parfois délabré de nos équipements. Défectueux, délabré. Les mots sont forts, mais personne ne semble vraiment écouter. Octobre 2025. Un pré-rapport de la Cour des comptes est sur le point d'être publié. Il devait sortir début novembre, quelques jours après le cambriolage. Ce rapport pointe un retard persistant et considérable dans la mise aux normes des installations techniques du Louvre. Le chiffre le plus choquant, dans le secteur des Noms, où se trouve la galerie d'Apollon, 1/3 des salles ne disposent d'aucune caméra de surveillance. 1/3. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le confirme à la radio, le problème ne date pas d'hier. Il était connu de l'administration. Connu et ignoré. Mercredi 22 octobre, 3 jours après le vol. Laurence Descartes, présidente directrice du Louvre, est auditionnée au Sénat. L'ambiance est tendue. Elle avoue avoir présenté sa démission dès le dimanche soir. Emmanuel Macron et Rachida Dati l'ont refusé. Mais ces déclarations sont accablantes. C'est là notre faiblesse. Nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. Les faiblesses de notre protection périmétrique sont connues et identifiées. Elle qualifie le système de vidéosurveillance extérieure de très insuffisant. Elle continue, lors de mon arrivée à la tête du Louvre, j'ai été frappé par le contraste avec les équipements beaucoup plus modernes du musée d'Orsay. La déception et la surprise ont été au rendez-vous. Elle décrit un musée vivant dans l'illusion de la modernisation du Grand Louvre lancée par François Mitterrand dans les années 80. Ces installations, 30 ans plus tard, sont à bout de souffle. Elle a alerté sa tutelle, alerté la représentation nationale, alerté les médias. Personne n'a vraiment agi. Je suis immensément meurtri de me rendre compte que les alertes que je lançais se sont atrocement concrétisées dimanche. Mais il y a pire. Les vitrines. Ces vitrines qui ont été fracturées en quelques secondes. Le canard enchaîné révèle qu'elles ont été installées en décembre 2019, apparemment plus fragiles que les anciennes. Le Louvre se défend. L'ancien système datant des années 1950 et modifié dans les années 1980 était devenu inopérant et obsolète. Les vitrines descendaient dans un coffre-fort à la première alerte. Mais le mécanisme se bloquait. Des accidents s'étaient produits. Les œuvres étaient en danger. Les nouvelles vitrines avaient été conçues pour résister aux balles. C'était le mode opératoire qui dominait alors. Les braquages de bijouterie, les attaques par armes à feu. Mais personne n'avait imaginé une attaque à la disqueuse. Personne n'avait pensé au grand banditisme. Laurence Descartes le reconnaît. Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui dans la galerie a parfaitement fonctionné. Ce qui se pose, c'est la question de l'adaptation de ce système à un nouveau type d'attaque qui n'avait pas été envisagé. Pas envisagé. Le musée le plus visité au monde. 100 millions d'euros de subventions de l'État chaque année. Et personne n'avait envisagé ce scénario. Les syndicats montent au créneau. Yvan Navarro de la CGT Culture est furieux. Les collections ne sont pas en sécurité, les visiteurs ne sont pas en sécurité et les agents ne le sont pas non plus. On recrute de moins en moins de fonctionnaires formés à la sécurité des personnes et à la sûreté des biens. Le corps des agents d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la Culture a été diminué de près de 25% en moins de 10 ans. Un quart des effectifs. Disparus en 10 ans. Gary Guillot, aussi de la CGT, rappelle un point crucial. Il y a les œuvres, certes, mais sans les 5 agents qui se trouvaient sur place ou à proximité, on aurait pu se retrouver avec un vrai drame humain. Des vies auraient pu être en danger. Mais les voleurs n'ont pas utilisé d'armes à feu, ils n'ont blessé personne. Était-ce de la chance? Ou une volonté délibérée de ne pas franchir cette ligne rouge? Qui sont ces voleurs? La procureure Laure Bécaud donne quelques pistes. Nous avons affaire à des cambrioleurs chevronnés, peut-être étrangers, qui sont peut-être connus pour des faits similaires. Elle évoque la possibilité qu'autour des 4 exécutants, il y ait eu tout un tas d'équipes qui les ont aidés à perpétrer ce vol. Des commanditaires, des petites mains, un réseau. L'hypothèse privilégiée, le grand banditisme. L'hypothèse du narcotrafic n'est pas écartée. En janvier 2025, un cas similaire avait eu lieu aux Pays-Bas, au musée régional de Drenthe à Assen. Même mode opératoire. Une grue, un accès par le toit. Est-ce la même équipe? Les enquêteurs explorent cette piste. Le camion nacelle avait été obtenu via une pseudo-location sur un prétendu déménagement. Un employé de l'entreprise de location s'était présenté sur les lieux du supposé déménagement. Il avait été confronté à 2 hommes menaçants.
Pas de violence physique, juste assez d'intimidation. Une plainte avait été déposée, mais le mal était fait. Les bijoux volés, parlons-en, parce que ce ne sont pas juste des objets de valeur, ce sont des symboles, des morceaux d'histoire. Le diadème de Marie-Amélie, près de 2000 diamants, porté par la reine Hortense, mère de Napoléon III, puis par Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe Ier. Le collier en émeraude de Marie-Louise d'Autriche, seconde épouse de Napoléon Ier, 32 émeraudes, 1138 diamants. Le diadème de l'impératrice Eugénie, créé pour l'exposition universelle de 1855. Le grand nœud de corsage, 2438 diamants. Une broche d'une virtuosité extrême, qui scintillait au moindre mouvement. Chaque pièce raconte une histoire. Les règnes, les guerres, les alliances, les trahisons, les fastes et les chutes. C'est la France du 19e siècle, condensée dans quelques grammes de métal et de pierres précieuses. Et maintenant, tout ça a disparu. Que vont devenir ces bijoux? Les experts sont pessimistes. Alexandre Giquelot, président de la maison de vente Drouot, dans cette opération, la partie la plus compliquée n'est pas le vol, mais le recel. Revendre de tels bijoux répertoriés et parfaitement identifiés en l'état est impossible. Vincent Mélan, historien spécialiste des bijoux, si on ne retrouve pas ces bijoux très vite, ils vont disparaître, c'est sûr, disparaître. Comment? Le scénario le plus probable, le démantèlement. Les bijoux sont dépecés, les pierres et perles desserties, remontés sur de nouveaux bijoux, vendus séparément, tout comme des bijoux volés dans des bijouteries de la place Vendôme. On les démonte, on extrait les pierres, et l'histoire disparaît avec. La procureure est réaliste. Si on démonte les bijoux, on ne gagne pas 88 millions d'euros. Mais pour un réseau criminel, même une fraction de cette somme vaut le coup. Et le risque? L'autre hypothèse, un commanditaire privé. Un collectionneur prêt à posséder ses pièces en secret, à les cacher dans un coffre, à ne jamais les montrer, juste pour le plaisir de les posséder. Ça semble irrationnel, mais le marché de l'art volé regorge de ces histoires. Ces bijoux sont des biens du domaine public, imprescriptibles, inaliénables. L'État français pourra toujours en revendiquer la propriété, sans limite de temps, même s'ils réapparaissent dans 50 ans, dans 100 ans. Mais ça ne console personne. La polémique politique enfle. Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, accuse « C'est un problème d'allocation des moyens. L'État met chaque année 100 millions d'euros de subventions. Mais les fonds mobilisés n'auraient pas été affectés pour répondre aux différents enjeux liés à la sécurité et à la vétusté des lieux. » Elle cible le projet Louvre Renaissance d'Emmanuel Macron. Lancé en janvier 2025, budget estimé 500 à 800 millions d'euros. Pour créer une entrée supplémentaire, une salle dédiée à la Joconde. Un projet pharaonique. Mais dans ce projet, dit-elle, il n'a jamais été question du travail de maintenance du schéma directeur du Louvre, sur lequel il y avait eu des alertes. 100 millions par an, plus un projet à 500 millions, et pourtant, un tiers des salles sans caméra, des vitrines inadaptées, une vidéosurveillance extérieure très insuffisante. Où est passé l'argent? Marine Le Pen attaque. Ce vol est la conséquence directe de l'abandon de nos institutions culturelles par l'État. Rachida Dati doit assumer ses responsabilités. Jean-Luc Mélenchon renchérit. Le Louvre est le symbole de notre patrimoine. Ce vol est un échec cuisant de la politique culturelle et sécuritaire du gouvernement. Rachida Dati se défend. Les dispositifs de sécurité du musée n'ont pas été défaillants. Toutes les alarmes ont fonctionné et il y a eu une intervention rapide des forces de l'ordre. Elle promet des moyens supplémentaires, sans préciser de montant. Emmanuel Macron demande une accélération des mesures de sécurisation. Mais les questions restent. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir ignoré les alertes? Ce vol n'est pas le premier. En 1911, la Joconde avait été dérobée par Vincenzo Perugia, un vitrier italien employé au musée. L'œuvre avait été retrouvée en 1913. Ce vol avait paradoxalement contribué à sa renommée mondiale. Mais cette fois, l'histoire sera différente. Les bijoux ne reviendront probablement jamais. En 1990, le musée Isabella Stewart Gardner de Boston avait été victime du plus grand vol d'art de l'histoire moderne. 13 œuvres, des Rembrandt, Vermeer, Manet, valeur estimée plus de 500 millions de dollars, jamais retrouvées.
En 2019, le musée de Dresde, le Grünes Gewölbe, avait perdu des bijoux du XVIIIe siècle, plus d'1 milliard d'euros. Certaines pièces partiellement retrouvées en 2022, mais la majorité disparue. Le Louvre rejoint cette liste macabre, celle des musées qui ont perdu une partie de leur âme. 3 jours après le vol, le Louvre rouvre, sauf la galerie d'Apollon, fermée. Pour combien de temps? Personne ne sait. Des mesures sont annoncées, renforcement de la présence policière, révision des protocoles, installation d'un commissariat dans le musée, rénovation complète de la vidéosurveillance. Mais tout ça prendra du temps, des mois, des années peut-être. Et en attendant, les questions demeurent. Combien d'autres musées sont aussi vulnérables? Orsay, Versailles, le musée de Cluny? Combien d'autres collections nationales sont exposées à ce type de risque? Les experts internationaux se mobilisent. Le British Museum, le Metropolitan, le Prado, les Offices. Tous revoient leurs protocoles. Interpol renforce sa base de données. La coopération internationale s'intensifie. Mais c'est une course sans fin. Les criminels s'adaptent. Toujours plus audacieux, toujours mieux équipés. Le 23 octobre 2025, 4 jours après le vol, aucune arrestation n'a été annoncée. Les enquêteurs analysent les traces ADN, les empreintes digitales, les images de vidéosurveillance. Ils espèrent un match, un nom, une piste. Mais pour l'instant, rien. Les bijoux sont quelque part, peut-être déjà démontés, peut-être dans un coffre, peut-être en transit vers un autre pays, peut-être fondus, détruits, perdus à jamais. Ce dimanche matin, en 7 minutes, 4 hommes ont réussi ce que personne n'imaginait possible. Ils ont pénétré dans le Louvre, ils ont fracassé des vitrines, ils ont volé l'histoire de France. Et ils sont repartis, sans tirer un seul coup de feu, sans blesser personne. Juste avec l'audace, la préparation et l'exploitation des failles d'un système qui avait préféré les projets prestigieux à la protection du patrimoine. Le président a promis « Nous retrouverons les œuvres », mais les experts en doutent. La procureure est réaliste, les conservateurs sont meurtris, et la France entière se demande « Comment en est-on arrivé là ?» 100 millions d'euros par an, le musée le plus visité au monde, et pourtant, 1/3 des salles sans caméra, des vitrines inadaptées, des alertes ignorées pendant des années. C'est ça le vrai scandale. Pas le vol lui-même, mais tout ce qui l'a rendu possible. Le casse du Louvre n'est pas juste un crime, c'est un symptôme. Le symptôme d'un système qui a échoué, qui a négligé, qui a choisi le prestige sur la substance, et qui maintenant doit en payer le prix. Un prix de 88 millions d'euros et d'un patrimoine irremplaçable.